la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Chers amis, bonsoir. Je vous l'avais dit, je ne vais pas vous lâcher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je veux quand même rester très proche de la réalité et de la réalité de tous les jours parce que le droit à la liberté de vivre, la liberté de mourir, comme j'ai intitulé, et la légitime défense sont des questions de liberté. Et quand les choses arrivent là, dans le contexte actuel, quand j'entends et je regarde même des émissions dans lesquelles on se tape dessus, on gueule, et on ne fait pas du droit, j'ai la chair de poule, parce que les gens sont invités dans des talk shows, ils sont autour d'une table, en train de papoter, de dire des choses comme au bistrot, mais il n'y a pas une personne, même, je ne citerai pas de nom, une consoeur invitée qui s'exprimait d'une manière générale, on voyait très bien qu'elle ne connaissait absolument pas le dossier et qu'elle ne connaissait même pas très bien les textes relatifs à la légitime défense et les problèmes posés, notamment pour ce qui s'est passé dans le 18e, où effectivement les policiers ont tiré, 3 policiers ont tiré sur une voiture, que une dame, la passagère, a été tuée, que le conducteur qui a foncé sur les policiers, ou sur un policier au moins, n'a pas été, il était légèrement blessé, une autre personne blessée. Donc la question de savoir, est-ce que les policiers étaient en droit de tirer? Est-ce que les policiers ont le droit d'utiliser des armes? Est-ce que les policiers ont le droit de pouvoir se défendre? Alors, et de le faire comme ils l'ont fait de la sorte. Moi, je ne pense pas avoir la science infuse, mais cela fait maintenant 2 ans que nous parlons ensemble, 2 ans que j'ai fait des vidéos juridiques, et là aussi, je me permets d'intervenir, ça fait simplement 28 ans, 29 ans que j'exerce le métier d'avocat dans ma vie professionnelle, et après, dans Réaction du 9, j'ai fait mes analyses juridiques concernant la législation. Alors, j'ai entendu parler beaucoup de monde disant, oui, les textes, faut l'abroger. Alors, Monsieur Zemmour, qui propose d'introduire, comme si la Suisse était la panacée, les dispositions de la Suisse relatives à la défense, ou d'avoir une approche à l'américaine pour se défendre en cas d'attaque. Moi, je vous dis personnellement une chose, je pense que notre système juridique est bien structuré, que les textes du Code pénal et du Code de la sécurité intérieure sont bien rédigés. Le Code pénal, et notamment le nouveau Code pénal, dans les articles qui sont les articles 122.5 et 122.6, a été travaillé, et il a fallu un travail très important de professeurs de droit, de magistrats, de juristes, d'avocats, pour arriver d'une manière si synthétique à rédiger ces textes. Textes qui étaient le fruit d'une jurisprudence, d'une évolution jurisprudentielle. C'est-à-dire que dans les phases de l'ancien code d'instruction de code criminel, c'était la jurisprudence. Et le nouveau code pénal, tel qu'il est entré en vigueur en 1994, a effectivement entériné et tenté de synthétiser ce que la Cour de cassation, je vous rappelle que la Cour de cassation est la plus haute instance en France, qui a pour finalité de uniformiser le droit et les interprétations des juges, et surtout dans une matière compliquée comme la légitime défense. C'est pour ça que le Code pénal a entériné. Il y a parfois un dialogue très intéressant. Parfois, le législateur, surtout je vous parle les législateurs du passé qui faisaient des lois qui avaient pour finalité de durer dans le temps. Après, les choses évoluent. Les juges interprètent. Et parfois, ils font même des entorses. Parfois ils vont même à l'encontre, qui s'appelle contre les gemmes, contre la loi, pour pousser parfois le législateur à intervenir, d'aller beaucoup plus loin. C'est le cas quand la France a voté la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. C'était des juges de Nanterre qui avaient pas relaxé la fille, il avait considéré qu'elle n'était pas coupable, mais sans avec dispense de peine. Et ensuite, la loi de 1975 est intervenue et la loi Veil a permis d'introduire l'interruption volontaire de grossesse. Donc, la question de la légitime défense est aujourd'hui une question qui est épineuse. Pourquoi ? Je vous rappelle, par exemple, le bijoutier de Nice, qui a tiré sur le voleur qui avait cambriolé sa bijouterie, qui a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'emprisonnement, pas une peine criminelle, une peine délictuelle, pour homicide involontaire. Il n'en demeure pas moins qu'il était condamné. Alors on dit scandale, comment se fait-il, etc. Non, il n'y a pas de scandale. Il y a la loi, et sur ces questions, on a un travail jurisprudentiel qui est intéressant, et que, je veux dire, alors, la justice, elle est mauvaise quand, surtout, il s'agit de droit administratif. En matière pénale, nous n'avons pas d'énormes erreurs judiciaires. On a la cour d'assises
qui répond par oui ou par non aux questions qui sont posées. Mais la Cour d'assises reste encore une juridiction que moi j'appelle démocratique. Parce que je vous rappelle qu'il y a 9 jurés qui sont tirés au sort, qui siègent avec des magistrats et qui participent à la réalisation de la justice. Et c'est pour ça que je parle toujours de l'exemple des cours d'assises pour dire que le peuple français doit participer de manière forte aux institutions. C'est pour ça que je n'entends pas parler maintenant les candidats, je ne les entends pas parler sur ce qui était le rôle du Parlement, sur ce qui est l'évolution du Parlement, ce qui est l'évolution de nos institutions, la présence des Français au Conseil constitutionnel, la présence des Français dans les grandes institutions qui doivent contrôler la vie démocratique. Alors que on vote et ensuite on a la nomenclature élitiste qui fait la sous-soupe. Alors que, effectivement, dans les affaires de légitime défense, là, il s'agit de 3 policiers. J'ai entendu, alors, Arros ou les policiers sont tous policiers. Non. Les policiers, ce sont des pères de famille, des frères, des sœurs, des maris. Il y a des policiers qui dépassent les bornes, qui sont sanctionnés. Mais la police, elle n'est pas là pour tuer. La police, elle est là pour l'ordre public, elle est là pour garantir la paix. Il est vrai que le ministère de l'Intérieur, et surtout depuis Macron, a fait un usage de la police et des armes que nous n'avions pas connu. Mais attention, regardons les images du passé. Je vous rappelle que Malik Oussekine a été tué sur les quais de Seine. Malik Oussekine, jeune étudiant algérien, que nous avons quand même connu des faits très graves. On a eu des répressions extrêmement grave dans le passé. Donc, il ne faut pas croire que le passé est un passé rose dans lequel la police était gentille, les CRS faisaient des câlins comme des chatons. Pas du tout, chers amis. Le système français de répression est un système qui est toujours très fort. La France est connue pour être un système policier, organisé, les renseignements généraux, les techniques d'information. C'est un pays qui est quand même un pays aujourd'hui, au dire des instances européennes aussi, c'est un pays qui a une répression grave. Et aujourd'hui, nous voyons aussi le Royaume-Uni qui prend des positions extrêmement dures. Même, j'ai vu au Parlement anglais un député s'exprimer et demander au ministre d'effectuer une enquête et d'intervenir auprès des autorités politiques françaises pour ce qui s'est passé lors de la finale. Mais bon, ce sont les exemples d'un dérapage. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer ce qui s'est passé dans le 18e au reste ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que vous avez un conducteur avec 3 personnes à bord. Je vous compte les choses comme ça se déroulent. Moi, j'ai eu déjà à connaître dans ma vie prochaine des situations. Les choses se passent dans un laps de temps très bref, chers amis. Vous n'avez pas le temps de vous mettre à réfléchir avec vos amis, à faire une table ronde pour dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je sors mon pistolet ou je ne le sors pas. Quand il se passe qu'une personne est agressée dans la rue, quand il est agressé dans sa vie privée, quand il est agressé dans son magasin, dans son commerce, quand les policiers, on leur fonce dessus, vous n'avez pas, je dirais, le temps de pouvoir cogiter et mettre en place une réflexion défensive. Le code pénal, je vous le rappelle, c'est l'article 122.5 du code pénal, 122.5, qui dit « n'est pas pénalement responsable ». Donc, c'est ce qu'on appelle je dirais, qui exonère de la responsabilité pénale. N'est pas pénalement responsable la personne qui, ça s'appelle un fait justificatif, qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable, écoutez bien, la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit, contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Ça, ce sont les dispositions du code pénal. Et le code pénal complète l'arsenal à l'article 122.6 qui dit est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit par effraction, violence ou ruse dans le lieu habité, pour se défendre contre les auteurs de vol ou des pillages exécutés avec violence. Donc, quand on dit présomption de légitime défense, c'est les 2 cas de l'article 122.6. Là, c'est au parquet de démontrer, le cas échéant, que la personne n'était pas dans ces conditions. Mais la présomption est une présomption qui aide la personne qui accomplit l'acte de légitime défense.
La situation est différente dans l'article 122.5. Là, la chose importante que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, on peut discuter. Les textes de l'article 122.5 est un texte qui ne peut pas être appliqué comme un syllogisme informatique. Ce n'est pas possible, chers amis. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut apprécier les situations in concreto. C'est pour ça que vous avez la Cour de cassation qui intervient dans les différentes phases de la procédure pour pouvoir, dès la phase de l'instruction, dire si oui ou non le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, la cour d'appel a appliqué convenablement les règles de droit. C'est pour cette raison qu'il y a énormément de discussions. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire « Ah oui, ils étaient en légitime défense, ils ne l'étaient pas ». C'est très difficile. C'est pour cette raison que là, on est à un stade dans lequel l'enquête doit se poursuivre. Il faut des témoignages pour pouvoir arriver à comprendre exactement la dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est, si le conducteur avait été tué, on pourrait dire qu'il n'y a pas de discussion, quasiment. La voiture fonce, il y a 3 policiers, il y a un policier qui est menacé dans son corps, que la voiture est considérée comme une arme par destination. Je peux vous dire une chose, même si vous avez une arme, qu'une voiture arrive sur vous volontairement, vous tirez, vous vous défendez, vous utilisez tous les moyens. Le problème qui se pose, c'est que c'est la passagère qui est décédée. Or, la question qui va se poser, est-ce qu'il y avait la possibilité de discernement de la part des policiers de pouvoir dire « je tire sur celui qui conduit », mais vous ne pouvez pas savoir si, par exemple, la fille, à côté du conducteur, a pu dire « vas-y, vas-y Coco, fonce sur le policier ». Et ça s'appelle une incitation à la commission d'un meurtre, parce que quand vous avez une arme par destination, le simple fait d'inciter quelqu'un à faire quelque chose peut être considéré comme une complicité. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est très difficile, chers amis. Bien sûr, aujourd'hui, on peut dire, comme ma consoeur Novakovic, qui est l'avocate qui va être chargée de défendre la famille de la fille décédée, elle dit qu'elle va déposer une plainte pour homicide involontaire. C'est un réflexe que je pourrais dire, je soutiendrai aussi. Pourquoi? Parce que quand vous vous défendez contre l'attaque qui vous est délivrée, c'est la personne qui commet l'attaque, qui a l'attaque. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un véhicule, vous avez toutes les personnes qui sont dans le véhicule, qui peuvent être tous complices ou qui ont joué de manière globale et poussé le conducteur aussi à vouloir attaquer les policiers. Donc, à l'état actuel des choses, ce que j'ai entendu, les opinions de Bistro, c'est une chose, après il y a le droit. Et ce sont des enquêtes difficiles. Il faut partir du postulat que les policiers qui sont à vélo et qui font l'ordre public dans un quartier comme le 18e ne sont pas là pour tuer. Aujourd'hui, ces gens-là, quand ils vont se coucher, ces policiers vont avoir du mal à dormir, chers amis. On ne parle pas des répressions idiotes intervenues. Je parle de 3 policiers qui sont de factions dans la rue, qui interviennent pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre les femmes, les hommes qui sont attaqués. Donc, il ne faut pas être, selon moi, dans une dimension si accusatrice. Je trouve que les propos de M. Mélenchon sont des propos... Alors, moi, je ne taquerai pas d'information. Pour moi, c'est des discours politiques. Mais ce sont des propos qui sont insensés. Pourquoi? Parce que une chose, c'est accuser, effectivement, quand vous avez le nassage, quand vous avez l'encerclement, quand vous avez les bombes lacrymogènes jetées, quand il y a des enfants. Mais de dire que des policiers sont des meurtriers et qu'ils ont appliqué la peine de mort lorsque le conducteur a foncé, ce n'est pas juridiquement exact. Ça veut dire tout simplement qu'il faut appliquer, il faut regarder, et là, c'est l'enquête pénale qui doit le déterminer. Il faut quand même que nous, si nous voulons un état de droit, pas un état, il faut que nous soyons nous aussi pas en train de cracher de partout, parce que sinon nous perdons notre crédibilité. La crédibilité existe dans la force que nous avons de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais de être d'une manière exécrable avec tout le monde en permanence, nous perdons notre crédibilité. La crédibilité réside dans la connaissance des règles, dans la connaissance du droit et des interprétations que l'on peut donner à la règle. Je vous rappelle aussi qu'il y a le code de la sécurité intérieure qui fixe de manière très claire aussi les principes et qui fixe les principes, c'est l'article L435.1 du code de la sécurité intérieure, qui rappelle, et vous avez l'un des cas
Parce que les gens parlent, mais il faut connaître les règles de droit. Et il dit, dans le but de... il dit que, pardon, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés de l'article L211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Lorsque, après 2 sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées. Troisièmement, lorsqu'immédiatement après 2 sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter autrement que par l'usage des armes des personnes qui cherchent à échapper de leur garde ou de leurs investigations, ou qui sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. J'ai écouté beaucoup d'émissions, je n'ai pas entendu un policier, je n'ai pas entendu personne expliquer exactement ce qui est la loi et ce qui est le texte du code pénal qui a fait l'objet d'un travail très important. Celui-ci, le code de sécurité intérieure, c'est en 2017 qui a été modifié. Lorsqu'ils peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui, dans le but exclusif d'empêcher la réitération d'un attentat rapproché de un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. Chers amis, vous lisez et lisez les textes avant de pouvoir réfléchir. Nous ne connaissons pas le dossier, mais ne tombez pas et ne tombons pas, s'il vous plaît, dans un tribunal médiatique. Ne faisons pas les mêmes choses qui font les big médias dans le cadre de leur volonté d'avoir du public et des gens. Au Bataclan, on n'a pas vu beaucoup de policiers. Non, les policiers sont arrivés en retard, et puis il y avait des règles qui n'étaient pas exactement les mêmes pour intervenir. Il a fallu changer les règles pour que les policiers qui n'avaient pas certaines habilitations puissent le faire. Chers amis, ne mélangeons pas tout. Mon but aujourd'hui, c'est de vous faire une analyse de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a présomption de légitime défense. Parce que nous sommes dans les cas qui sont visés par la loi. La présomption de légitime défense, ça veut dire tout simplement que les policiers ont fait usage de leurs armes parce que le code de la sécurité intérieure vise même au point 4 ce que les policiers ont vécu. Ensuite, il faudra l'enquête pour déterminer si la jeune fille qui était assise à côté a été complice, non complice, qui a été victime d'un homicide involontaire, et que l'enquête puisse, le cas échéant, imputer à des policiers les faits, pas de meurtre, mais d'homicide involontaire, c'est-à-dire une peine qui n'a rien à voir avec la peine criminelle, mais une peine délictuelle. Voilà, chers amis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h avec Marc Menon, qui viendra parler, comme vous le savez, du livre « L'inquiétante histoire des vaccins ». Je serai très heureux de le retrouver. Je serai très heureux de partager ce moment avec vous. Vous pouvez poser des questions. Et avoir la possibilité de discuter, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre d'un estremo intérêt. Cari amici, ho fatto tutto il possibile per spiegarvi la legittima difesa in Francia, con delle regole che sono precise. Non è assolutamente vero che siamo in una cacofonia, basta avere un po' di diritto. Poi dopo, naturalmente, ci sono gli avvocati che si batteranno tra di loro, ma questa è la situazione in questo paese. Voilà, mesdames et messieurs, une petite intervention ce soir pour que j'espère vous avoir apporté quelques éléments de clarification par rapport à la légitime défense et au fait que on peut effectivement vivre ou mourir, mais malheureusement, quand il s'agit de légitime défense, celui qui a tué est exonéré de sa responsabilité pénale et que c'est le droit de chacun de se défendre, mais que la défense doit être toujours proportionnelle et instantanée à l'attaque que nous subissons. Mais sachez aussi que quand vous constatez une infraction délictuelle, en application de l'article 73 du Code de procédure pénale, vous êtes tous des officiers de police judiciaire. Ça veut dire tout simplement, chers amis,
que vous avez le droit d'intervenir et procéder même à des arrestations. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous demain à 13 h. Je vous embrasse très très fort et à demain et passez une belle soirée. Au revoir les amis.